Bonjour. Jean Monnet est l'un des pères de l'Europe. Il fut l'inspirateur de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, première étape de la construction européenne. Il voulait bâtir des États-Unis d'Europe pour maintenir une paix durable sur le continent. Mais quelles étaient les véritables intentions de Jean Monnet? Depuis quelques années, ce personnage fait l'objet de théories complotistes. En mars 2017, le souverainiste François Asselineau, candidat à l'élection présidentielle, a déclaré au journal de 20h de TF1 que Jean Monnet était un agent de la CIA. En 2019, Philippe de Villiers enfonce le clou avec son livre « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». Selon Philippe de Villiers, Jean Monnet aurait été chargé par les États-Unis de monter un projet de communauté européenne à la botte du gouvernement américain. Alors Jean Monnet était-il vraiment un agent américain ? Il y a une part de vérité dans ce que racontent François Asselineau et Philippe de Villiers. Tout d'abord, les États-Unis ont soutenu activement la construction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un scoop. En effet, nous étions alors dans un contexte de guerre froide et les États-Unis voyaient la construction européenne comme un moyen d'empêcher la propagation du communisme en Europe. Par ailleurs, il est vrai que Jean Monnet avait des liens étroits avec le gouvernement américain. Ce n'est pas un scoop non plus, les historiens le savent depuis longtemps. Jean Monnet n'a jamais caché sa proximité avec les États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet a résidé à Washington, il a conseillé le président Roosevelt, et en 1943, il a même été envoyé par Roosevelt à Alger pour étudier l'armement des forces françaises en Afrique du Nord. Dans les années d'après-guerre, Jean Monnet avait encore de nombreux contacts aux États-Unis. On sait par exemple qu'il était ami avec Dean Acheson, secrétaire d'État du président Truman, avec John Foster Dulles, secrétaire d'État du président Eisenhower, et avec son frère Allen Dulles, qui fut le premier patron de la CIA. On sait aussi que Jean Monnet était ami avec l'homme d'affaires américain John McCloy, personnage très influent dans le monde politique aux États-Unis. Jean Monnet était un interlocuteur privilégié du gouvernement américain. En 1946, c'est lui qui a négocié les accords Bloom-Burns, qui ont facilité la pénétration des films hollywoodiens sur le marché français. De 1946 à 1952, Jean Monnet dirigeait le Commissariat général au plan, un organisme créé par De Gaulle pour mettre en œuvre une planification de l'économie française. En tant que commissaire général au plan, Jean Monnet devait déterminer comment serait utilisé l'argent versé à la France par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall, un vaste plan d'aide à la reconstruction de l'Europe. Mais surtout, il y avait une réelle convergence entre les idéaux de Jean Monnet et les intérêts américains. En effet, Jean Monnet était un atlantiste, il était partisan d'une alliance entre l'Europe et les États-Unis, et il voyait les États-Unis comme un protecteur face à l'URSS et face au communisme. Il considérait que l'Amérique et l'Europe étaient des alliés naturels qui appartenaient à la même civilisation et qui partageaient les mêmes valeurs. Jean Monnet était partisan du libre-échange, il défendait l'idée d'une vaste zone de libre-échange regroupant l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, un projet largement approuvé par Washington. Donc les États-Unis ont considéré Jean Monnet comme un relais de leur influence en Europe. François Asselineau affirme que Jean Monnet était un agent de la CIA. Pour étayer cette théorie, François Asselineau s'appuie sur 2 articles de presse. Ces articles sont mentionnés sur le site internet de l'UPR, le parti politique créé par François Asselineau. Il y a tout d'abord un article du journaliste Ambrose Evans Pritchard, paru en 2016 dans le Daily Telegraph, un journal britannique conservateur plutôt hostile à l'Union européenne. L'auteur de l'article rappelle que Jean Monnet a coopéré avec le gouvernement américain pendant la guerre froide. Mais l'article ne dit pas que Jean Monnet était payé par la CIA, donc cet article ne permet pas de corroborer la théorie de François Asselineau. François Asselineau s'appuie aussi sur un article de la revue Historia, paru en 2003. Il s'agit du numéro 675 consacré au réseau secret de la CIA. François Asselineau a d'ailleurs montré ce magazine sur le plateau du journal de TF1 en mars 2017. L'article en question a été écrit par Rémi Coffer et s'intitule « La CIA finance la construction européenne ».
Historia est une revue de vulgarisation historique plutôt sérieuse et l'article de Rémi Coffer est assez bien documenté. Mais là encore, même constat, à aucun moment l'article ne dit que Jean Monnet a reçu de l'argent de la CIA. La rédaction d'Historia a d'ailleurs publié un démenti qui condamne les allégations de François Asselineau. Voici ce que l'on peut lire sur le site internet du magazine Historia. L'article invoqué indique très clairement que Jean Monnet, en fin connaisseur du monde anglo-saxon, n'a jamais accepté à titre personnel les dollars de la CIA. Laisser entendre que Monnet était personnellement stipendié par la CIA, c'est défigurer la lettre et l'esprit de cet article pour alimenter des thèses anti-européennes. Le politologue et historien Éric Roussel a publié en 1995 une biographie de Jean Monnet. Cette biographie a reçu plusieurs prix, elle est encore aujourd'hui considérée comme un ouvrage de référence sur Jean Monnet. Éric Roussel s'est énormément documenté, il a consulté toutes les archives disponibles sur Jean Monnet, notamment les archives américaines. Or, d'après Éric Roussel, aucun document ne permet d'affirmer que Monnet a travaillé pour la CIA ou qu'il a été rémunéré par la CIA. Alors, d'où vient cette théorie selon laquelle Jean Monnet serait un agent de la CIA? En fait, cette théorie est une déformation de la réalité. En 1955, Jean Monnet a créé le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, un groupe de pression chargé de promouvoir la construction européenne. Et il s'avère que le Comité d'action de Jean Monnet a reçu des subventions de la Fondation Ford, une organisation philanthropique privée très active dans le domaine de la culture. Cette fondation était d'ailleurs présidée par l'homme d'affaires John McCloy, un ami personnel de Jean Monnet. Or, la Fondation Ford avait des liens avec la CIA. En 1997, le professeur Richard Aldrich, spécialiste de la sécurité internationale, a publié dans la revue Diplomacy and Statecraft un article très complet qui explique comment le gouvernement américain a soutenu la construction européenne pendant la guerre froide. L'auteur évoque notamment le rôle joué par la Fondation Ford. Concrètement, cette fondation n'a jamais été sous la tutelle de la CIA, mais Richard Aldrich explique que la Fondation Ford a coopéré avec la CIA dès 1949 sur un certain nombre de programmes européens. Ce sont donc les subventions versées par la Fondation Ford au comité d'action de Jean Monnet qui ont alimenté le mythe selon lequel Jean Monnet aurait travaillé pour la CIA. Alors, il s'agit bien d'un mythe, car Jean Monnet n'a jamais travaillé pour la CIA, il n'a jamais reçu d'argent à titre personnel de la CIA. L'historien Éric Roussel a expliqué que ces financements n'avaient pas de contrepartie. En fait, il s'agit d'une forme de mécénat. Les subventions versées par la Fondation Ford ont servi uniquement à financer des travaux de recherche sur l'Europe. Cet argent n'a jamais fini dans les poches de Jean Monnet. Dans son livre « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », Philippe de Villiers prétend que Jean Monnet effectuait des missions pour le gouvernement américain et qu'il recevait des ordres directement de Washington. Alors, certes, Jean Monnet a travaillé pour le gouvernement américain pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on l'a déjà mentionné. En revanche, après la Seconde Guerre mondiale, Jean Monnet n'a jamais travaillé pour le gouvernement américain. Philippe de Villiers a-t-il des preuves? Dans son livre, de Villiers cite un certain nombre de documents d'archives qui sont censés prouver que Jean Monnet était au service du gouvernement américain. Alors, tous les documents en question sont authentiques, ils sont d'ailleurs connus des historiens depuis longtemps. Le problème, c'est que Philippe de Villiers en fait une interprétation erronée. Par exemple, il cite le mémorandum d'une conversation entre Jean Monnet et le secrétaire d'État américain Dean Acheson le 15 décembre 1952. Mais Philippe de Villiers fait une lecture très étrange de ce document. Il prétend que Jean Monnet se comporte comme un subordonné qui rend des comptes au gouvernement américain. Or, quand on lit le document, on constate qu'il s'agit d'une simple conversation entre les deux hommes, rien n'indique un lien de subordination. De Villiers a donc tendance à surinterpréter cette source. Prenons un deuxième exemple. Philippe de Villiers cite un rapport d'activité rédigé en 1961 par le Centre de documentation du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Ce rapport, qui est adressé à la Fondation Ford, mentionne plusieurs travaux de recherche consacrés aux politiques européennes. Philippe de Villiers prétend que ces travaux de recherche étaient des commandes américaines. Or, dans le document, rien ne stipule que ces travaux ont été commandés par Washington. Quand on lit attentivement le rapport d'activité,
on comprend que les travaux mentionnés sont en fait des documents à usage interne. Ces études servaient notamment à préparer les meetings du comité d'action et les discours de Jean Monnet. Elles n'étaient pas destinées aux Américains. Voici ce que l'on peut lire dans ce rapport d'activité. La plupart des papiers préparés par le centre de documentation ont été conçus pour préparer les 2 sessions du comité d'action. Le reste des papiers a servi à documenter les discours et les articles de M. Jean Monnet ou des textes informant les membres du comité d'action sur les développements européens entre les meetings. On voit donc que Philippe de Villiers a tendance à déformer les sources pour leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. Alors quand on fait de l'histoire, pour prouver quelque chose, il ne suffit pas de citer des sources, encore faut-il les interpréter correctement et de façon objective. En mars 2019, une quarantaine d'universitaires spécialistes de la construction européenne ont publié dans le journal Le Monde une tribune accusant Philippe de Villiers d'avoir falsifié l'histoire de l'Union européenne. Parmi les signataires de cette tribune, on trouve notamment l'historien Éric Roussel, biographe de Jean Monnet, l'historienne Marie-Thérèse Bitsch, professeure d'histoire contemporaine à l'université de Strasbourg et spécialiste de la construction européenne, ou encore l'historien Éric Bussière, titulaire de la chaire d'histoire de la construction européenne à l'université Paris IV Sorbonne. Autant dire que ces gens-là savent de quoi ils parlent. Alors, récapitulons. Que disent les sources? Premièrement, Jean Monnet avait de nombreux contacts au sein du gouvernement américain. Deuxièmement, Jean Monnet était un interlocuteur privilégié du gouvernement américain pendant la guerre froide. Troisièmement, le comité d'action de Jean Monnet a été subventionné par la fondation Ford. Cela, personne ne le conteste. En revanche, les sources ne permettent pas d'affirmer que Jean Monnet a travaillé pour le gouvernement américain pendant la guerre froide. Alors pourquoi François Asselineau et Philippe de Villiers ont-ils falsifié l'histoire? Ces 2 hommes politiques sont connus pour leur hostilité aux institutions européennes. Leur objectif est en fait de dénigrer le projet européen. Ils essaient de faire croire qu'à l'origine, la construction européenne était un complot américain destiné à vassaliser les nations européennes. François Asselineau et Philippe de Villiers proposent une contre-histoire, un récit alternatif dans lequel Jean Monnet serait un agent de l'étranger complotant contre les intérêts français. Ce récit alternatif est sans doute séduisant pour les europhobes et pour les amateurs de théorie du complot, mais il est très éloigné de la réalité. En conclusion, quand on fait de l'histoire, il faut examiner les sources avec objectivité, sans chercher à leur faire dire ce qu'elles ne disent pas. À bientôt dans le rétro.